Bonjour à toutes et à tous. On va arriver à ce chapitre-là très vite. Donc, notre invité pour cette keynote, et je pense que vous le connaissez, Alexis Monville. Peut-être que vous ne le connaissez pas en tant qu'initiateur de TEDx Bordeaux. En tout cas, c'était un des organisateurs de la première édition. Il contribue déjà depuis des années à faire briller Agile Tour Bordeaux, pardon. Et je dirais qu'il est le plus américain des Français et le plus français des Américains de chez Red Hat. Merci de l'applaudir très fort. C'est Alexis Monville. Merci Christian. Ah oui, pas dans l'ombre, je me rappelle. Quelle intro, hein. Il m'a dit que j'allais être surpris. C'était vrai. Pour commencer, j'aimerais que vous essayiez de vous remémorer un épisode positif de votre carrière professionnelle. Ça peut être quelque chose de tout petit, quelque chose d'énorme. Vous avez quelque chose? Vous l'avez? Ouais? Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Vous pouvez le partager avec vos voisins? Allez-y, allez-y. Ah, j'ai entendu apéro, fierté, bonheur, découverte. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez atteint votre plein potentiel? Alors, pour répondre à la question, c'est très simple. Vous allez lever le bras. Levez le bras. Voilà. Vous levez le bras, voilà, impeccable. Et vous pointez dans la direction de la réponse. Donc, si oui, vous avez atteint votre plein potentiel, c'est par là. Ou non, vous n'avez pas atteint votre plein potentiel, c'est par là. OK. OK. Et vous pouvez vous retourner pour voir un peu le sondage en direct. Hein. Voilà. On a quelques oui, on a quelques oui. Hein. Alors, changer. Changer, je me suis posé pas mal de fois cette question. Et au départ, mon intention, c'était de développer du leadership émergent. Alors, le leadership, pour moi, ce n'est pas un rôle de manager. Hein. Le leadership, ça peut être tout le monde, quel que soit son rôle. Ça peut être un manager, mais ça peut être un contributeur individuel qui fait preuve de leadership. Et pourquoi émergent? Émergent parce que je voulais que ce soit un peu en contraste de nos habitudes de nommer des leaders. Voilà, toi, tu es le lead de PHP 5. C'est mal quand même, mais bon. Et c'est pas parce qu'il n'est pas bon. Hein. Tout d'un coup, pouf, il a cette responsabilité qui tombe sur les épaules. Et donc, émergent, parce que comment on pourrait faire pour créer les conditions pour que le leadership émerge, pour que les leaders émergent dans une organisation. Et pourquoi j'aurais envie d'avoir plus de leaders? C'est parce qu'avec plus de leaders, je me disais, on pourrait avoir plus de monde qui pourrait s'attaquer aux challenges qui sont face à l'humanité. Alors, vous avez probablement des idées en tête. Moi, j'avais climat, paix, disruption technologique. Vous avez sûrement vos propres challenges, mais ça, c'est une chose qu'un leader pourrait prendre en main, Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé au changement. Et la question, c'est pourquoi changer, je l'ai dit, mais ce serait plutôt comment changer. Parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient frustrées elles essayaient de mettre en place un changement qu'elles souhaitaient vraiment souhaitable et important, et elles n'y parvenaient pas. Elles rencontraient vraiment des résistances, des personnes qui résistaient, et c'était extrêmement dur. Vous avez rencontré des personnes dans cette situation?
Alors, j'ai aussi rencontré des personnes qui subissaient un changement. On voulait les forcer à changer, et elles résistaient. Plutôt bien, d'ailleurs. Vous avez rencontré des personnes comme ça? Alors, du coup, la question qui se pose à nous, c'est pouvons-nous changer? Alors, imaginez-vous, vous êtes au sommet d'une tour, vous regardez la ville en bas, et à côté de vous, il y a 2 enfants. Et le petit de 5 ans regarde en bas avec vous, il dit « Oh, qu'est-ce qu'ils sont petits, les gens !» Et celui de 10 ans qui est juste à côté corrige légèrement. Il dit ah, « C'est vrai qu'ils semblent vraiment petits, les gens. » Ce qui se passe, c'est qu'au cours de notre développement, on a différentes façons de construire la réalité, différentes façons de faire sens de ce qui est autour de nous. Et ce que Robert Keegan décrit comme le stade impulsif, je vais m'appliquer sur les travaux de Keegan aujourd'hui, c'est un psychologue du développement, on pourrait chercher ça plus tard. C'est que à cette évolution, ce changement de stade de conscience, ce qui était des choses où on était le sujet, deviennent un objet. Donc on a des perceptions, au début on naît nos perceptions, les gens semblent petits, ils sont petits en fait. On les voit petits, ils sont petits. Et puis quand on change de stade, au stade suivant, qui s'appelle le stade impérial, alors nos perceptions sont des objets. En fait, nos perceptions deviennent des choses conscientes, c'est des objets sur lesquels on peut réfléchir. Donc on a des perceptions, mais on n'est plus nos perceptions. Donc on passe de cette idée de sujet à objet. Et on peut faire la différence en se disant, on perçoit les gens comme petits, mais on fait sens de ça en se disant, ils nous paraissent petits parce qu'ils sont loin. Okay. Vous me suivez jusque-là? Si je ne me perds pas moi-même, on va pouvoir continuer comme ça. Et donc, ce stade impérial, c'est à partir de 6 ans, grosso modo, pendant l'adolescence. Ce qui est vraiment bien à ce niveau-là, c'est que maintenant, nous sommes le sujet de nos besoins, de nos intérêts, de nos désirs. D'accord? Et du coup, les autres, leurs besoins ont un intérêt s'ils nous permettent de satisfaire nos besoins, nos intérêts, nos désirs. Des relations très transactionnelles. On est centré sur nos propres besoins, nos propres intérêts, nos propres désirs. On peut suivre les règles, les idéologies, des choses comme ça, mais c'est plutôt par peur de la punition si on ne le faisait pas, ou par espoir de la récompense. Vous connaissez des gens qui se comportent comme ça? Vous connaissez le truc, là, maintenant. Moi, j'en connais. OK. Alors, le stade suivant décrit par Keegan, c'est le stade de la socialisation, c'est le socializing. Et là, du coup, nos besoins, nos intérêts, nos désirs deviennent des objets. On n'est plus sujet à nos besoins, nos intérêts, nos désirs. On a des besoins, des intérêts, des désirs. Alors, c'est intéressant. Et c'est un stade où on s'ouvre sur les autres. Et en fait, on s'ouvre tellement bien sur les autres qu'on est le sujet de nos relations. Notre perception de nous-mêmes, elle est complètement déterminée par notre environnement, par la société. Et elles sont basées évidemment sur les attentes réelles ou imaginées des autres. On a besoin d'appartenir, vraiment besoin d'appartenir, on a besoin de cette validation, et on peut même devenir militant pour des causes. Vraiment militer pour... pourquoi on pourrait militer? Je sais pas. Pour mettre en place l'agilité dans les entreprises, enfin, je ne sais pas. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'à chaque stade de conscience, on va être capable d'embrasser plus de complexité. C'est-à-dire qu'au stade impérial, on avait une compréhension très claire de relations de cause à effet. On voyait les choses au noir et blanc, donc c'était soit noir, soit blanc, et on avait une vision très claire des causes à effet. Au stade socialize, on commence à avoir une perception de système plus complexe, donc on voit plus que des simples relations de cause à effet, et on commence à voir des nuances de gris entre le noir et le blanc. Tout n'est pas noir ou blanc. Donc on voit qu'on est capable
d'embrasser plus de complexité, de faire sens de plus de complexité. Et donc, c'est utile pour résoudre des problèmes plus complexes, forcément. Le stade suivant, parce qu'il y en a encore d'autres, c'est le stade d'auteur. On est capable de déterminer nous-mêmes qui on est, nos propres principes, nos propres croyances, et on revendique cette indépendance. On se définit nous-mêmes. On peut même se distancier de nos émotions. On prend nos responsabilités, notre part de blâme, ni trop peu. C'est un vrai adulte, quand même. Et on peut ajuster notre propre système. Donc on est auteur. Enfin, au stade self-transforming, au stade de transformation, on est dans l'exploration de nous-mêmes et des autres. Et en fait, tous les événements de notre vie, tout ce que l'on rencontre, c'est des opportunités de se développer, de grandir. Et d'approfondir cette connaissance, cette compréhension de nous et des autres. En fait, à chaque stade de développement, des choses qui étaient inconscientes deviennent conscientes et on peut réfléchir dessus. Donc c'est comme ça que fonctionnent les différents stades de développement de Keegan. Et en fait, dans les années 70, quand ils ont commencé vraiment à décrire le développement de l'adulte, parce qu'avant les années 70, on pensait que ça s'arrêtait, une fois qu'on arrivait au stade adulte, on déclinait gentiment jusqu'à la mort. En fait, ils se sont vraiment rendus compte qu'on pouvait continuer à se développer. En fait, il y a différentes personnes qui ont travaillé là-dessus. On peut mapper les différents modèles les uns avec les autres. On ne va pas faire ça là, parce que c'est pas marrant, mais on pourrait le faire. Alors, si on regarde comment la population adulte se répartit par rapport à ces stades, c'est à peu près comme ça. Donc les deux à droite sont plutôt... Les deux à droite, donc c'est la droite, c'est par là. Les deux à droite sont plutôt atteints dans la seconde partie de notre vie lorsqu'ils sont atteints. Évidemment, tous les stades sont toujours présents en nous, donc je peux toujours agir suivant mon stade impulsif de mon petit enfant de 2 ans. Je suis en colère. C'est pas je ressens de la colère et du coup, qu'est-ce que je pourrais faire de ça? Non, je suis vraiment en colère, je vais l'exprimer. Rouler par terre en criant. Et bon, moi, je voulais rester plus longtemps au score, c'est tout. C'est jamais arrivé de vouloir rester plus longtemps au score? Qui me jette la première pierre, etc. Hein. Et du coup, c'est intéressant parce que comme tous les stades sont toujours en nous, on peut en jouer. Alors, on peut en jouer nous-mêmes, en essayant de se rendre compte quand on agit plus par là. Mais certains politiciens, par exemple, sont experts pour nous faire réagir plutôt au stade impérial. Du coup, c'est bien parce que tout devient beaucoup plus simple, puisqu'on ne voit que des relations de cause à effet simples et que tout blanc ou tout noir. C'est beaucoup plus facile de comprendre les problèmes du monde. Et ça marche très bien. D'ailleurs, on peut tester ça ensemble. Hein. Le chômage est causé par... C'est pas mal. Et je suis fier de vous parce que la dernière fois que j'ai posé la question, j'ai entendu très clairement les étrangers et l'immigration. Alors, les gens ont eu honte de l'avoir dit, hein, mais ils l'avaient quand même dit, hein, mine de rien. Et on était tous d'accord que c'était peut-être plus compliqué que ça. Enfin, tous. Peut-être pas, parce que c'était pas sûr. Suivant dans quel état on était à ce moment-là, peut-être pas. On n'était peut-être pas tous d'accord. Peut-être d'accord, bah oui. Ou non. Alors, le pire, en fait, c'est quand on est dans ces états de stade de conscience-là, quand quelqu'un essaie de nous parler ici, on ne comprend pas. C'est beaucoup trop compliqué. Et donc, on a l'impression qu'il essaie de nous berner, de nous enfumer avec des trucs compliqués. Alors que c'est simple. C'est soit blanc, soit noir. Soit je crie dans le couloir, soit je crie pas. Pas dur. Donc, déjà, première chose, on a déjà répondu affirmativement à la première question qui était « Pouvons-nous changer ?» Et oui, on peut changer. Et en plus, on peut continuer à changer tout au long de notre vie. Et comme je le disais avant, c'est pas juste, voilà, je passe de l'adolescence à adulte et hop, c'est fini. Tranquille. En roue libre. Jusqu'à... Mais alors, du coup, si on peut changer, la question d'après, c'est comment changer? Et là, je suis content d'avoir cette audience parce que
Je crois qu'on a des spécialistes du changement dans la salle et ils vont pouvoir nous aider. Parce que les spécialistes du changement affirment, Cotter a écrit un très bel article là-dessus, que si on coche ces 3 cases, le sens de l'urgence, savoir quoi changer, et avoir une bonne compréhension des bénéfices du changement, alors, clac, on change. Et c'est quand même bien, non? Ouais, moi, je crois qu'on a quand même bien résolu. Au niveau timing, on est comment? On est bien, hein? Voilà, on a fini. Non? Non. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord que si on coche ces 3 cases, sens de l'urgence, savoir quoi changer et la compréhension des bénéfices du changement, on change? Moi, je ne veux pas vous influencer. Hein. Alors, la salle est mitigée. Il y a une partie des gens qui sont endormis, donc ils ne lèvent plus le bras. Je dirais qu'on est moite-moite, grosso modo. Moi, j'étais là. Hein. Vous vous rappelez. Hein. Bon. Alors, je vous présente Enzo. Enzo a été sauvé par son cardiologue. Il a adapté son régime. Il a arrêté de fumer. Il s'est mis à faire de l'exercice, comme son cardiologue lui avait dit, et il a été sauvé. C'est bien une preuve. Que si on coche les 3 cases, clac, on change. Sauf que ceux qui ont dit non ont peut-être un peu raison, parce que ça ne suffirait pas à expliquer pourquoi Enzo est le seul parmi 7 à être vraiment sauvé par leur cardiologue quand ils sont dans la même situation. C'est dur. Alors Robert Keegan explique ça en disant qu'en fait, on développe, au fil de notre développement, une sorte d'immunité au changement. C'est marrant, on peut continuer à se développer, mais à chaque stade, on développe une sorte d'immunité au changement. Censé nous protéger. Ce qui fait que ce n'est pas une question de volonté. On prend vraiment l'engagement et on veut vraiment changer. Ce n'est pas un problème de volonté. C'est un problème d'engagement caché qu'on avait pris préalablement, qui viennent contrebalancer cet engagement. Ils sont plus forts que l'engagement qu'on vient de prendre. Et donc, on est protégé grâce à notre immunité au changement. Et donc, on ne change pas. C'est bête, hein? Ce qui est bien, c'est que ça marche pour les individus, bien sûr, mais vous avez compris que ça marchait aussi pour les équipes ou les organisations. Alors, ce n'est pas les mêmes trucs qu'on change, hein, mais... Quand vous entendez des gens qui disent « non, il faut préserver la culture de notre équipe », vous dites « ouais, bah oui, faisons ça, tiens ». Et puis on va changer, alors là, bien. Alors, il y a très très longtemps, j'étais un gros fumeur. Alors, ma fille, quand j'ai dit ça, elle me disait « ouais, mais tu devrais vraiment dire combien tu fumais ». Je dis « non, c'est pas un concours. Hein ». Disons que je fumais cigarette sur cigarette. C'était une époque où on pouvait fumer partout, donc c'était quand même plus facile. Je suis quand même très vieux. Ne cherchez pas quelle est la date de la loi Evin et combien d'années on a mis à essayer de l'appliquer. Vous verrez que ça marche bien. Si vous allez dehors, devant la porte, vous verrez que ça marche très bien. Et mon père était mort d'un cancer à 54 ans, 2 ans plus tôt. Bon, je savais clairement quoi changer. Ma femme était enceinte. Et du coup, je me disais que si je voulais peut-être avoir une chance de voir grandir mes enfants, il faudrait peut-être que je change. Et pourtant, ça semblait vraiment impossible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un ami m'a recommandé un livre. Je l'ai lu. Et j'ai arrêté. Alors vous allez me dire, attends, tu es en train de nous vendre un bouquin là que tu n'as même pas écrit, qui a déjà été vendu plus de 13 millions d'exemplaires, ça ne sert à rien quand même, sérieusement. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que le livre a rendu l'impossible possible. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le livre, on s'en fout, et puis plus personne fume maintenant, donc ça n'a plus vraiment d'importance. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? En fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que c'est toujours pas un problème de volonté, je voulais vraiment, hein, c'est pas...
Et ce n'est pas parce que je voulais vraiment que j'y arrivais. Hein. Je n'y arrivais vraiment pas non plus. C'était un autre problème. Le livre a révélé les engagements cachés. Il les a rendus conscients. Et du coup, des trucs super importants qui faisaient que je n'allais pas changer, comme par exemple, moi je veux faire partie des durs, ou je veux faire partie des mecs cool. Vous vous foutez pas de moi, hein, j'avais 12 ans. Mais ils étaient toujours présents, ces engagements-là, mine de rien. Et donc, je ne pouvais pas changer. Mais en les révélant, du coup, ils sont devenus ridicules. Un peu comme quand je viens de vous les dire, là. J'ai trouvé ça ridicule. Hein. Ouais. Pas sympa, quand même. Hein. Mais, mine de rien, ils les ont rendus inopérants. Alors, il n'y avait pas que ça, hein, c'était un peu plus compliqué que ça. Je vous la fais courte, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais, ça les a rendus inopérants. Et du coup, j'ai pu agir sur mon engagement. On a donc répondu à 2 questions. Pouvons-nous changer? Et comment changer? Enfin, comment changer? Pourquoi on ne peut pas changer? Ce qui nous amène vraiment à 2 autres questions. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on change? Ah oui, parce que... non? On change quoi? On a pris l'exemple pour arrêter de fumer, c'est juste pour bien montrer comment les engagements cachés fonctionnent. Mais en fait, ce qu'on veut changer, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on change? Et ça peut être des trucs simples, hein, qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Améliorer notre capacité d'écoute, améliorer notre capacité à donner des feedbacks, à recevoir des feedbacks, à écouter nos émotions, prendre notre juste part de responsabilité. Vous vous rappelez le ni trop, ni trop peu. À déléguer, hein, à savoir dire non, ça va avec. Des trucs comme ça, on peut choisir des choses qu'on pourrait changer, mais comment on décide quoi changer? Alors, je vous donne un petit truc. Mais d'abord, une petite question pour vous. Alors, je vous rappelle quand même que la participation de l'audience est obligatoire. Je ne sais pas si vous l'avez lu dans les conditions générales quand vous avez pris votre billet, non? Ils ne vous ont pas dit, les organisateurs? Non? C'est embêtant. Parce que vous avez quand même tous dit approuver, quoi. Donc, il y avait quand même une clause derrière, un truc à propos de votre âme, enfin, non. Vous verrez avec les organisateurs. Mais... Petite question pour vous, est-ce que votre époux, votre partenaire, votre conjoint est dans la pièce? Alors moi, c'est oui. C'est juste un reminder pour moi, pour ne pas dire de bêtises après. Alors, si vous n'avez pas d'époux, de partenaire ou de conjoint, c'est pas grave, hein, vous ne vous sentez pas exclu. Vous allez pouvoir quand même répondre à la prochaine question. C'est juste ceux qui en ont un dans la pièce qui ne peuvent pas répondre. Les autres, vous pouvez. Et le truc, c'est qu'est-ce que votre époux, votre partenaire, votre conjoint, ou quelqu'un qui est vraiment proche de vous, qui compte pour vous, qu'est-ce qui devrait changer? Vous avez quelque chose là qui vient là? Quelqu'un veut partager, non? Mais quoi? Oui, ok. Quelque chose d'autre? Oui, oui, non? Allez, oui, vas-y. Son sentiment de culpabilité, ok, d'accord. Son implication dans les tâches ménagères. Son implication dans les tâches ménagères, ok. Je ne me sens pas visé. Hein. Chut. Non, rien d'autre? Est-ce qu'on peut faire une liste? Oui, vas-y. Rien? Il est parfait. Voilà. Il est à côté de lui. Hein. Non, c'était pas vrai, ça n'est pas. En fait, ce qui est amusant dans cette chose-là, c'est qu'en fait, on a quelque chose qui nous vient en tête quand on pense à cette question, ce qui est quand même marrant. Alors, parfois, c'est un peu confus, parfois, c'est un peu mélangé, mais si on y réfléchit vraiment, on a quelque chose. Donc, on est quand même très bon à regarder les autres et à se dire, ah, ouais, non, mais si tu changeais ça, tu serais vachement mieux. C'est quand même marrant, non? C'est plus dur avec nous-mêmes. Alors, évidemment, sous ça, c'est un petit peu biaisé, les préjugés, ça, bon. Mais c'est quand même vraiment marrant qu'on soit bon à ça, là. Et du coup, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est du coup, qu'est-ce qu'on change, nous, pour rendre ce changement possible? Alors, sauf pour ceux où le conjoint est parfait.
Ça vous limite un peu là dans la réflexion. En fait, tout ça pour dire qu'on a vraiment besoin d'entendre les feedbacks, les commentaires des autres pour nourrir notre propre réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ce qu'ils nous disent, mais ça nous permet de nourrir notre propre réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait changer. Donc, on peut utiliser les gens qui sont autour de nous, on peut utiliser notre manager. Il y a certains qui ont des managers qui sont très bons pour faire ça, pas tous. On peut utiliser nos pairs, nos coéquipiers. Dans une conférence agile, je suis sûr que vous allez rencontrer plein de gens avec qui vous allez pouvoir rester en contact, peut-être des relations de mentoring qui vont se construire, ce serait plutôt sympa. On peut faire une enquête à 360 en demandant à plein de gens qu'est-ce que je pourrais commencer, arrêter, continuer pour accroître mon impact et recevoir plein de feedback. Et on peut analyser tout ça de préférence avec un mentor ou un coach ou pour essayer de comprendre et de faire un choix. Alors, sur quoi je vais me focaliser maintenant et qu'est-ce que je vais changer, moi, avant de changer le reste du monde. Qu'est-ce que je vais changer, moi? Une fois que vous avez choisi quelque chose, je vous encourage à choisir un partenaire et à mettre en place une cadence de rencontres pour discuter de comment ça se passe, votre changement. Ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, les difficultés que vous rencontrez. Et puis ça peut être quotidien, ça peut être hebdomadaire, ça peut être la fréquence que vous voulez, mais mettre en place quelque chose qui soit un petit peu structuré. Ça veut dire que là, maintenant, on sait quoi changer, et on sait que ce qui va pas nous permettre de changer, c'est nos engagements cachés. Et du coup, on va se poser la question, comment on révèle nos engagements cachés? Ouais. Tu peux me la répéter, ça? Quel est l'avantage si la situation ne change pas? Ouais. Alors, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais avoir? En plus, pour moi, si rien ne change. C'est intéressant, ça. Quel avantage j'en retire de ne rien changer? C'est quoi le statu quo pour moi? C'est une bonne question à se poser. Alors, pour faire ça, une fois que vous savez quoi changer, vous pouvez analyser tous les comportements que vous avez ou vous n'avez pas dans les circonstances en question. Et du coup, voir comment ces comportements sont associés à ça. Alors évidemment, quand on parle de... On ne va pas reparler de ça. On l'associe à toutes les circonstances. Donc quand je suis seul, quand il y a du monde, quand je pars d'un endroit, quand j'arrive à un endroit, quand je suis stressé, quand je suis calme, triste, énervé, en colère. Donc des circonstances associées à des comportements. Et on va lister tout ça pour bien se rendre compte de ce que ça veut dire, ce changement. Alors quand quelqu'un me parle, le premier truc que je fais, c'est penser à ce que je pourrais répondre. Et généralement, au bout d'un moment, j'ai oublié d'écouter, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Les gens qui ont des problèmes d'écoute, souvent, c'est ça. Ils sont déjà en train de penser à leur réponse, et du coup, ils ont zappé, ils se rendent compte tout d'un coup, avec horreur, que ça fait 5 minutes que l'autre parle, et ils sont déconnectés depuis longtemps. Mais ils avaient bien chopé les 15 premières secondes, et puis après, pouf, c'est devenu un peu flou. Heureusement qu'on peut multitasker. Hein. On peut multitasker, non? Non, pas vraiment. Hein. Donc du coup, c'est comprendre les circonstances et identifier le petit moment qui va nous permettre de dire « Oh, c'est un bon signal, ça, pour changer quelque chose. » Alors, une fois qu'on a listé tout ça, c'est un vrai travail. Hein. Alors demain, on va pouvoir jouer un peu, on va le faire pendant le forum ouvert. On va faire un petit atelier pour vraiment le faire en vrai. Pour ceux qui ont envie, demain après-midi, on essaye ça. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a listé tout ça, on va lister nos peurs. Ce qui nous inquiète, si on ne le faisait pas. Si on ne faisait pas ces choses, qu'est-ce qu'on aurait l'air bête, on se sentirait humilié, on se sentirait impuissant, on serait hors de contrôle. C'est comme ça qu'en fait, on identifie nos engagements cachés. C'est en travaillant sur les peurs de si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? J'ai discuté avec j'avais un manager, c'était super, et chaque fois qu'il rentrait dans un meeting, il donnait son opinion à propos de tout. Vous pouvez parler de n'importe quoi, il avait un avis. C'était embêtant pour les gens qui venaient présenter des mois de travail devant lui, qui n'avaient pas du tout travaillé sur le sujet. Et lui, il avait un avis qui, du coup, avait du poids, puisque c'était quand même le boss, par rapport à des gens qui avaient bossé vraiment sur le sujet. C'était embêtant. Je disais, mais juste si tu pouvais te taire, par exemple.
Alors, je ne le disais pas devant les autres, hein, entre nous. Ça pourrait être bien. Il disait, oui, mais quand même, il faut que j'apporte de la valeur. J'ai dit, oui, mais alors qu'est-ce qui se passait si tu n'apportais plus de valeur? Du coup, les gens penseraient que je suis inutile et que je ne sers à rien. Ah ouais. Voilà. Et une fois qu'il a eu dit, mine de rien, je lui ai dit, vraiment, tu penses vraiment que si tu ne viens pas nous pourrir tous les meetings qu'on fait, tu vas vraiment plus servir à rien. Et en fait, c'est marrant, le meeting d'après, je le surveillais comme le lait sur le feu, il n'a rien dit. Il a juste dit merci, dis donc. Et ouais, ça me paraît vraiment bien. Je suis très impressionné par vos travaux. Je l'ai écouté, je me disais, comment il a fait? Ben oui, parce qu'en fait, il était vraiment intelligent, il n'était pas là par hasard quand même. Mais juste cette envie de rajouter ces deux qui venaient de pourrir le truc, là. Derrière, on avait l'impression que c'était une mouette. On avait un meeting avec une mouette. Il arrivait, il faisait beaucoup de bruit, il chiait sur la table, et il partait. C'est une catastrophe. Ben, mine de rien, révéler cette petite peur, ça lui a suffi à se dire, bah oui, parce que c'est vrai que personne ne veut être inutile, je comprends. Une fois que vous avez ça, ça vous aide, mais vous n'êtes pas complètement fini, parce qu'il vous faut quand même des petites tactiques, hein, pour pouvoir, quand l'événement va arriver, vous savez très bien que la personne va commencer à parler, vous la connaissez bien, ça fait 10 fois que vous ne l'écoutez pas, vous le savez que vous ne l'écoutez pas. Donc, vous avez votre petite tactique pour vous rappeler que vous allez écouter. C'est non seulement tu ne parles pas, mais en plus, tu ne penses même pas à parler, quoi. C'est focalisé. Là. Et au bout d'un moment, ça devient automatique. Parce qu'en fait, on a quand même des automatismes bien tracés dans le cerveau. Et pour changer nos comportements, il faut quand même les changer. Donc, il faut quand même être vigilant. Donc, il faut mettre des petits panneaux stop pour dire hop, respirer, parfois ça marche. Hein. Boire un verre d'eau. Vous donne une contenance aussi de boire un verre d'eau. Sourire devant un miroir. S'entraîner un peu, je sais pas. Aller se promener. Dormir dessus. Moi, dormir dessus, c'est une technique que j'utilise beaucoup. Parce que je reçois des messages de gens et je ne sais pas pourquoi certains messages m'énervent. Généralement, je réponds. Alors maintenant, j'ai un petit truc. Je le sais au bruit du clavier. Au bruit du clavier, j'ai un bruit du clavier. Et si j'avais un peu de temps, je me ferais un petit truc qui détecte le bruit du clavier, qui me dit dors dessus. Même un panneau de dors dessus. C'est généralement, j'entends le bruit du clavier, je me dors dessus. Celui-là, dors dessus. On n'en voit pas. Demain matin, tu verras. Ça m'arrive quand même assez rarement de l'envoyer le lendemain matin, j'avoue. Je fais 2-3 retouches. Donc voilà, il faut des petites tactiques. Parce que maintenant, vous avez bien la peur de ne pas être inutile, tout ça, c'est bien. Alors, inutile, c'est le cas de mon chef. Hein. Ne cherchez pas sur LinkedIn. Hein. Ne rigolez pas. J'en ai eu plein. Je ne le retrouverai jamais. Pour motiver les gens à aller chercher, ouais, il n'est pas mieux. Ouais. Je viens d'y penser aussi. Ouais. Trop tard. On peut le couper, ça? Non? C'est live. Il y a des gens en vrai, là? C'est pas un écran? Ah. Mais là, vous êtes prêts quand même. Ouais. Vous avez vos tactiques, vous êtes prêts à expérimenter, recevoir du feedback, travailler avec votre partenaire, et surtout être curieux. Être curieux à propos de votre propre changement. Et vraiment changer. Et du coup, ce qu'on va voir demain dans le forum ouvert, si vous avez envie, c'est répondre à ces questions ensemble. Travailler un petit peu sur ces tactiques pour faire ça ensemble. Est-ce qu'on peut changer? Bah oui, on a établi qu'on pouvait changer tout au long de notre vie. On peut continuer à changer. On a identifié ce qui nous retient de changer, c'est quand même assez important. On s'est dit, tiens, bah, pour trouver quoi changer, on a quelques pistes. On s'est dit, bah, il faut révéler les engagements cachés, c'est pas simple. Et on sait qu'il nous faut trouver des petites tactiques pour réussir à vraiment changer. Et enfin, il nous faut travailler avec des gens qui sont proches de nous pour recevoir du feedback sur ce que l'on veut vraiment changer. Et ils vont être nettement meilleurs à nous donner du feedback quand ils savent ce sur quoi on est en train de travailler. J'ai quelqu'un que j'écoutais pas. Je lui avais dit que j'avais un petit problème d'écoute. Elle tapait sur la table et elle me disait « Tu m'écoutes pas là ?» C'était pratique, remarque. Bon, c'était pas très bon signe sur mes capacités d'améliorer mon écoute, mais c'était pas mal. Et du coup,
Il y a un téléphone qui va sonner, ça va peut-être être le mien. Je ne l'ai pas. Non, pas le mien. Non. Ce que je vous souhaite, c'est de continuer à vous développer et de soutenir le développement des autres autour de vous. Et en vous rappelant qu'à chaque étape de notre développement, il y a un but à ça, on peut embrasser plus de complexité et qu'on en a vraiment besoin collectivement. Et avec l'augmentation de l'espérance de vie, on peut espérer qu'il y ait plus de gens qui atteignent des stades de conscience plus élevés, et même peut-être qu'on déplacera, et la droite c'est par là, qu'on déplacera la répartition vers la droite, et peut-être même qu'on découvrira de nouveaux stades de conscience. Et ça permettrait peut-être de nous apporter la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. Merci. C'est bon, on peut rentrer chez nous? On a encore un peu de temps? Alors, je vous l'ai dit, on peut continuer la conversation dans le forum ouvert demain. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, un forum ouvert, c'est un moyen de faire collaborer un grand nombre de personnes sur les sujets qui les intéressent vraiment. Donc, si ça ne vous intéresse pas, on ne le fera pas. Mais si ça vous intéresse, on aura l'opportunité de le faire. Et les organisateurs m'ont aussi dit de rajouter un slide. Alors, moi, je n'ai jamais utilisé ce truc-là, mais je trouve ça marrant. C'est le Rôti Express. Donc, tous ceux qui n'ont pas aimé, ils doivent remplir le truc. Ah non, tout le monde. Tout le monde doit remplir le truc, parce que s'il n'y a que ceux qui n'ont pas aimé, du coup, c'est déséquilibre. Ah, ça marche ou pas? Ah, parce qu'il n'y a pas de réseau. Ah ouais. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Bon, ben alors, du coup, qu'est-ce que tu voulais faire après, Christian? Question-réponse. Si tu veux, ouais. T'as une question? Je suis en train de les lire, celles qui sont arrivées en ligne. Il y a des gens qui nous écoutent à distance. Moi, j'aime pas les questions-réponses, parce que je ne sais jamais quoi dire. Donc, vous allez m'aider, parce que c'est des gens qui posent des questions en ligne. Donc, vous pouvez les répondre, vous me soufflez, moi, je le dis, moi, j'ai le micro. Sinon, effectivement, vous pouvez prendre la photo et répondre dès que vous avez du réseau. Les mêmes QR codes sont disponibles en sortie des salles, donc ils sont affichés un peu partout. Ah, voilà, c'était une information que je n'avais pas bien captée. Je n'avais pas bien écouté. Okay. Alors, pendant que tu cherches des questions en ligne, est-ce qu'on peut prendre des questions dans la salle s'il y en a? Il n'y en a pas. Ah, il y en a une là. Il y en a une là. Allez, va au plus près, hein, fais comme tu veux, Christian. Ne jetez pas le micro. Merci à tout le monde. C'est pas facile, hein? J'ai une petite question sur la présentation. On est très centré sur soi-même et comment changer soi-même. Est-ce qu'on peut avoir, alors sans tomber dans la manipulation, une influence ou peut-être il y a la notion de nudge ce matin sur le fait d'aider quelqu'un d'autre à changer et à identifier ses engagements cachés? Alors, j'ai presque envie de vous faire voter parce que celle-là, elle est bien quand même comme question. Vous êtes d'accord? Combien de fois on n'a pas été tenté d'essayer de changer les autres? Malgré eux. Je le fais avec mes enfants tout le temps, ça marche super. Hein. Ils ne sont pas là, heureusement. Oui, ils sont vieux maintenant, c'est pas grave. Plus jeune, elle a 20 ans, imagine. Oui, on a une influence sur les autres, en fait. Oui, on a une influence sur les autres. Si... le plus simple exemple de ça. Voilà. On a une influence sur les autres. Si je souris et que je regarde quelqu'un, la première réaction, c'est de sourire. Enfin, il y a des gens qui arrivent à pas sourire, mais là, c'est une maladie à partir de là. Mais notre réaction instinctive, c'est de sourire. Donc oui, on a une influence sur les autres. Après, ce que tu dis, c'est les aider à révéler leurs engagements cachés. Là, tout d'un coup, on parle de faire un travail sur eux. C'est à eux de le faire et c'est leur décision, c'est leur responsabilité. Après, on peut avoir une influence sur l'équipe. Et parfois, quand on travaille en équipe, sur pourquoi l'équipe ne change pas, pas pourquoi les gens dans l'équipe ne changent pas,
Ah, du coup, ça donne des idées aux gens de se dire, mais attends, je pourrais le faire pour moi, ça. Ce qui est assez amusant. Donc, c'est aussi une influence. Mais je dirais, on ne peut pas dire aux gens, tu vois, tu fais ça parce que tu penses ça. Quoi. Je ne peux pas dire à mon chef, t'as quoi? Tu t'arrêtes de venir pourrir les meetings? T'as quoi? Tu crois que tu vas être inutile ou quoi? Non, je ne peux pas lui dire ça, c'est pas possible. Il faut qu'on travaille là-dessus un peu différemment. Pourquoi tu arrives toujours en retard? Toujours. C'est pas, un peu en retard de temps en temps, c'est toujours. C'est quoi le problème? Je ne peux pas lui dire, moi je crois que je sais. Je me trompe sûrement. Mais si on pouvait travailler ensemble sur c'est quoi les circonstances, c'est quoi les choses qui se passent, qui font qu'il arrive en retard, c'est pas le même, hein, c'est un autre, on va pourrir tous le même chef, on va faire tous la liste sur LinkedIn. Du coup, on peut travailler sur, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ça peut aider. Ça aide un peu? Ah si, oui. C'est pas facile comme question non plus. Hein. Je sais pas, si on vote sur la facilité de la question, non? Là, si j'avais choisi de planter une question dans la salle, j'aurais pas pris celle-là. Hein. En plus, c'est un truc, je sais pas, non. Tu en as une en ligne? Oui, j'ai deux. On prend en ligne une, et puis on... Allez, on va prendre une en ligne. Andrei Bronescu, si je prononce bien. Est-ce qu'il y a des astuces qui est quelqu'un à aller vers un mindset de changement? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Oui, il y en a une, change-toi. Non, mais je sais que c'est tentant, je sais qu'on veut changer les autres, je sais qu'on veut changer les organisations, on est payé même pour ça, parfois, à transformer le truc et tout. Mais à un moment donné, il faut quand même prendre les gens où ils sont. Quoi. Un mindset de changement, quand le gars il est à un endroit et vous lui dites d'aller à un truc, il ne voit même pas où c'est, il n'a aucune idée du chemin. C'est plus un mindset de changement, là. Vous êtes en train de le terroriser. Ça sert à quoi? Donc, ce n'est pas une question de mindset, là. C'est une question où vous ne faites pas votre boulot d'aller le chercher où il est. Et parfois, où il est, vous n'avez pas envie d'y aller. Oui, c'est à vous de changer. Hein. C'est d'aller le chercher où il est. Et donc, moi, il y a des trucs, j'adore expliquer, des trucs très compliqués. Et les gens, ils ne comprennent rien. Ils ne le disent pas. Là, comme aujourd'hui, par exemple. Tu veux poser une autre question? Tu trouves que ça suffisait? J'arrête? Non, mais tu me dis, Non, mais malheureusement, j'ai pas de réponse à cette question. Vraiment. C'est à part aller chercher les gens où ils sont, c'est difficile. Tout à fait. Ronnie Guillaume, désolé. Est-ce que la difficulté à savoir comment changer est un frein au changement? Il y a une suite. Est-ce que, du coup, il ne faut pas accompagner, guider les gens pour les aider? Oui, ce que je crois, c'est ça, c'est le point de comment changer, mine de rien. Le point qu'on croit tous que si on a la volonté, on va changer. Juste cette croyance un peu bête, ça nous empêche de changer. Parce que du coup, on essaye de faire un truc, on prend l'engagement, on n'y arrive pas. Du coup, on se dit, bon, moi, je suis vraiment qu'une... C'est quoi le mot déjà? Et du coup, ça nous enlève encore un peu plus de volonté qu'on n'avait déjà pas beaucoup. Et puis du coup, on essaye un peu. Forcément, comment changer si on pouvait prendre conscience qu'en fait, il y a des choses inconscientes qui nous empêchent de changer, qui viennent contrebalancer notre engagement, juste avoir cette petite idée de se dire « Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe en moi quand j'essaie de faire ça ?» Et d'écouter un peu ce qui se passe. Alors oui, c'est un petit travail d'introspection qui n'est pas forcément évident à faire. Mais c'est pour ça qu'on a vu les petites questions et les petites tactiques pour essayer d'y arriver. Pas forcément évident. Et puis, il ne faut peut-être pas s'attaquer à des trucs trop gros tout de suite. Hein. Et je pense que oui, ça pourrait aider à changer. D'essayer de détecter ce moment-là. Je ne vous connais pas, monsieur. Qu'as-tu changé toi pour changer ce que tu voulais le plus changer chez ta femme? Oh. Ah, je ne le sentais pas bien. Pourquoi fallait pas lui donner le micro, là? Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas remarqué, donc, le monsieur qui vient de poser une question est assis à côté de mon épouse. Bonjour, chérie. Moi, j'étais dans la même situation que Guillaume. Du coup, elle n'avait rien à changer.
Donc, tu vois, c'était... Heureusement que tu étais là. Je ne sais pas comment j'aurais fait, là. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, du coup, changer, c'est-à-dire changer ses habitudes. Donc, est-ce qu'il y a une durée, par exemple, j'avais vu une étude qui disait que fallait garder la même habitude pendant 21 jours pour que ça devienne, ça devienne une routine et que ça devienne normal et que ça soit pas trop lourd à faire. Mhm. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une durée Alors, pour s'adapter au changement ou est-ce que c'est adapté à chaque profil? ouais, alors le truc, c'est... alors oui, il y a des études qui se contredisent un tout petit peu là-dessus sur la durée. C'est-à-dire, pour prendre une habitude et en faire une routine, il y a des gens qui disent qu'il faut 7 jours à peu près. Puis après, on augmente un petit peu sur 21 jours. Et en fait, Benjamin Franklin, il avait un calendrier où il prenait les 30 jours. Il faisait un truc par mois qu'il travaillait. Il y avait 12 trucs à travailler, donc il s'en faisait un par mois. Vous pouvez regarder les 13. Oui, il y en avait 13 d'ailleurs, c'est vrai ça. C'est pas une par mois. Et du coup, les 13 vertus, je crois que c'était les 13 vertus de Benjamin Franklin. Et du coup, il en travaillait une par mois. Et il regardait chaque jour ce qu'il avait fait, ce qui s'était passé. Il faisait un petit travail de réflexion le soir sur ce qui s'était passé. Est-ce qu'il l'avait vraiment fait ou pas? Et du coup, s'il ne l'avait pas fait, qu'est-ce qui s'était passé vraiment pour essayer de rendre conscient les choses qui n'étaient pas conscientes. Donc lui, il considérait qu'il fallait 30 jours pour se focaliser là-dessus. C'est un bon exercice. Ce qui est intéressant, c'est son idée de calendrier et de le rendre visible. C'est-à-dire qu'il rendait vraiment visible le changement qu'il essayait de faire. Et il visualisait vraiment l'action. Dans ses cahiers, on voit les coches, les trucs et les commentaires qu'il fait. Donc en fait, il y a cette petite chose à mettre en place. La difficulté, c'est que parfois, il y a certaines choses qu'on veut changer, auxquelles on n'est pas exposé tous les jours. Et donc, elles se produisent de temps en temps, mais on n'est pas confronté à cette chose-là tous les jours. Alors, il y a en effet deux techniques. Il y a essayer de s'y confronter tous les jours pour prendre l'habitude, ou ça va prendre longtemps. Parce qu'en fait, il y a cette espèce de réoccurrence qui est importante. Puis il y a surtout le point de se dire, j'abandonne pas, j'apprends à chaque fois. C'est pas... quel que soit le changement de comportement qu'on veut faire, on ne va pas réussir nécessairement du premier coup et on va avoir des rechutes. Et c'est pas grave. Je vais me comporter comme mon moi-même de 2 ans. Oui, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir 35 ans comme maintenant, de temps en temps. Ou non, dans l'autre sens. J'ai mal lu. Ça aide? Yes. Merci beaucoup. Il faut s'en aller, ça y est, tu regardes l'heure et tout. Ça devient rigolo. Oui. Alors, moi, j'ai une petite question. J'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure, il faut aller chercher les gens où ils sont. Alors, c'est bien, par contre, est-ce que tu as une astuce pour nous emmener à aller chercher les gens où ils sont? Je ne sais pas comment définir où ils sont. Et en fait, de par mon rôle de Scrum Master, on me dit souvent, tu es là pour accompagner les gens, tu as des engagements de moyens, mais pas de résultats. Mais pour savoir comment aider les gens, effectivement, comment je fais pour les situer dans la grille que tu nous as donnée pour adapter mon langage et surtout savoir où ils sont et comment savoir où ils sont pour aller les accompagner. Voilà. Ouais. Oui, il y a plein de questions dans cette question. Alors, l'idée, c'est de ne pas utiliser la grille pour mettre des labels sur les gens. Il y a une bonne raison à ça, c'est que ça ne marche pas, puisque en fait, on peut toujours être partout. Du coup, si on posait une question à quelqu'un et que du coup, on en déduisait qu'il est comme ça, on aurait probablement faux. Donc, ça ne va pas nous aider. Par contre, le point d'aller chercher les gens où ils sont, c'est peut-être d'aller les écouter, vraiment. J'ai vu plein de gens essayer de faire des interviews avec les gens, mais en fait, ils avaient leur idée cachée, ils avaient leur intention qui était là, et du coup, ils n'écoutaient pas vraiment les réponses. Ils écoutaient ce qui servait leur intention, mais pas vraiment le reste. Mais quand on les écoute vraiment, les personnes, généralement, ils disent des choses. Par contre, pour ça, il faut qu'ils ne te voient pas arriver avec ton intention derrière. Tu vas vraiment faire ce que je dis à la fin. Tu vois, on a une demi-heure. Je te dis qu'il y a 29 minutes, on plie et tu fais ce que je dis. Si c'est comme ça ne va pas marcher. Mais sinon, on peut vraiment commencer à comprendre où les gens sont. Parfois, c'est difficile, parce qu'on a du mal à accepter.
gens qui vous disent des trucs. Ah oui, non, mais moi, je ne veux pas collaborer dans un document, parce que quand c'est dans un document, c'est formel. Donc, ça veut dire que la décision est prise. Ah. Oui, mais alors, avant que ça aille dans le document et que ce soit formel, on fait comment? Moi, je ne sais pas faire. Du coup, c'est intéressant de travailler avec des gens comme ça, parce que je fais comment? Donc, ça va demander de s'ajuster un peu. Si j'ai juste envie de leur dire, bon, maintenant, on arrête, on discute, on collabore dans le document, ça ne va pas marcher. Il faut que j'y aille. Et pour avoir compris, pour avoir eu cette personne qui exprime, je ne veux pas collaborer dans un document, parce que dans un document, c'est formel, la décision est prise, ça a pris un peu de temps pour arriver à révéler ça. Ouais. Chef? Je crois que je vais permettre de te suggérer une réponse pour la dernière question qui était en ligne. Est-ce que le changement est maintenant et pour maintenant? Ah oui, parce que normalement, on va changer de salle, c'est ça? Et oui. Voilà, on va passer au pitch fair pour les sessions de cet après-midi, effectivement, avant d'aller prendre un café. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.